Bruce Lee, qui était lui-même un artiste martial de renommée mondiale, a eu une impression durable sur la culture chinoise et la communauté des arts martiaux. Il a laissé beaucoup à désirer après son décès prématuré. Des questions sur sa mort et son enterrement ont été soulevées lorsque sa tombe aurait été découverte après 51 ans. 51 ans plus tard, pourquoi sa tombe a-t-elle été ouverte? Découvrez avec nous des histoires inédites sur son ultime lieu de repos, jeunesse et carrière de Bruce Lee. On a dit que l'annonce de l'ouverture de la tombe de Bruce Lee avait provoqué un tel émoi dans le monde entier que les gens ont commencé à se rendre sur sa tombe pour lui rendre hommage. De grands souvenirs de cet artiste martial légendaire auraient été évoqués par la tombe. Qu'est-ce qui aurait poussé sa tombe à être ouverte si longtemps plus tard? Des détails plus intrigants concernant l'événement supposé seront bientôt révélés. Avant de plonger dans l'histoire de sa tombe découverte, passons brièvement en revue ses premières années et son parcours professionnel, qui ont contribué à sa notoriété et les raisons pour lesquelles le monde s'intéresse tant au développement qui l'entoure. Né le 27 novembre 1940, Bruce Lee était un artiste martial, cinéaste et philosophe originaire de Hong Kong et des États-Unis. Son expérience en autodéfense, en combat à main nue et ses opinions éclectiques, bouddhistes zen et taoïstes, ont façonné son expérience en tant qu'inventeur du système d'arts martiaux connu sous le nom de Jeet Kune Do. Il a travaillé à Hong Kong et aux États-Unis tout au long de sa carrière. Bruce Lee, l'un des artistes les plus importants de l'histoire du cinéma, aurait été la première star de cinéma chinoise à se faire connaître dans le monde entier. Dans les années 1970, notamment à Hong Kong, Bruce Lee, qui a joué dans 5 longs métrages d'arts martiaux, a été reconnu pour avoir contribué à rendre les films d'arts martiaux plus populaires. Bruce Lee, qui a grandi à Hong Kong britannique, aurait été exposé très jeune au secteur cinématographique de Hong Kong par son père. À ses débuts, il pratiquait beaucoup le tai chi, le wing chun et les combats de rue. J'ai diverses demandes. Quelle est la meilleure technique que vous souhaitez maîtriser? Être sans technique. Fantastique. Lorsque vous affrontez un adversaire, que pensez-vous? Il n'y a pas de concurrent. Quelle est la raison derrière cela? Car le mot « je » est inexistant. En 1961, Bruce Lee aurait déménagé à Seattle et s'était inscrit à l'université de Washington. Même s'il a toujours voulu exercer une profession d'acteur, on raconte qu'il a commencé à gagner de l'argent durant cette période aux États-Unis en enseignant les arts martiaux. On dit qu'il a commencé sa première école d'arts martiaux depuis sa maison. Lors des championnats internationaux de karaté de Long Beach en Californie en 1964, il aurait ouvert une deuxième école d'arts martiaux à Oakland, en Californie, qui a attiré beaucoup d'attention via des discours et des manifestations. Selon certaines informations, il aurait finalement déménagé à Los Angeles où il aurait enseigné à plusieurs de ses anciens élèves, dont Karim Abdul-Jabbar, Sharon Tate et Chuck Norris. Bien qu'il ait été exposé au public américain via son rôle de Kato dans The Green Hornet, on disait que les barrières culturelles l'empêchaient de s'exprimer pleinement. Après son retour à Hong Kong en 1971, Bruce Lee aurait remporté son premier rôle majeur dans le film The Big Boss de Lo Wei. Un an plus tard, il aurait joué Chen Zhen dans le film Fist of Fury. On disait qu'il était le scénariste et réalisateur du film La Voix du Dragon. Enter the Dragon, une coproduction américano-hongkongaise de 1971, et The Game of Death, un film de 1978, auraient tous deux joué avec lui. Ces films, produits à Hollywood, qui ont tous été d'énormes succès, auraient amené les films d'arts martiaux de Hong Kong à un nouveau niveau de renommée et de popularité, ce qui a conduit à un regain d'intérêt occidental pour les arts martiaux chinois. Le ton et la direction de ces films, ainsi que leur chorégraphie et leur variété de combats, ont été reconnus pour avoir eu un impact significatif sur et modifié les films d'arts martiaux dans le monde entier. Il a été dit que les films de kung-fu avaient déjà remplacé le cinéma wuxia. Il aurait mis en scène ces combats de manière plus réaliste, évitant les aspects mythiques au profit de combats réels. On disait qu'en tant que protagoniste masculin, il était passé du statut de héros à celui qui personnifiait le machisme. Les Golden Horse Awards du meilleur film mandarin et le prix spécial du jury Fist of Fury en 1972, le Hong Kong Film Award pour l'ensemble de sa carrière en 1994, les Star of the Century Awards en 2004, le prix du fondateur des Asian Awards en 2013 et d'autres distinctions auraient été décernées à Bruce Lee. Avant sa mort prématurée, il aurait acquis une reconnaissance internationale. La découverte la plus surprenante que vous ayez jamais entendue sera peut-être celle qui suivra. Selon ces allégations de décès choquantes, Bruce Lee s'est évanoui le 10 mai 1973 au studio de cinéma Orange Sky Golden Harvest à Hong Kong, alors qu'il travaillait sur le remplacement automatique de la parole d'Enter the Dragon. Il aurait eu des migraines
et des convulsions épileptiques. Selon certaines informations, il a été immédiatement transporté à l'hôpital, où les professionnels de la santé ont déterminé qu'il souffrait d'un œdème cérébral. Ils ont affirmé qu'en administrant du manitoulin, il pourrait réduire l'œdème. On raconte que Bruce Lee était à Hong Kong le 20 juillet 1974 pour un dîner avec l'acteur George Lazenby, avec qui il envisageait de collaborer sur un film. Bruce Lee aurait rencontré le producteur Raymond Chow chez lui, vers 14h00 pour parler de la production de Game of Death. Après avoir travaillé jusqu'à 16h, il se serait rendu au domicile de l'actrice taïwanaise Betty Ting Pei, une collègue de Bruce Lee. On a dit qu'avant que Chow n'aille à un dîner réunion, ils avaient tous les trois révisé le scénario chez Ting. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Bruce Lee faisait une sieste. Bruce Lee aurait également dû assister au repas, mais il ne l'a pas fait. Chow voulait voir comment allait Bruce Lee après une longue attente, mais il était incapable de réveiller Lee. Ils ont déclaré avoir appelé un médecin. Avant d'envoyer Bruce Lee à l'hôpital Queen Elizabeth en ambulance, il aurait tenté de le réanimer pendant 10 minutes. Il est arrivé à l'hôpital et j'ai vu qu'il lui faisait une grosse injection directement dans son cœur alors qu'il était allongé là. À leur arrivée à l'hôpital, Bruce Lee a été déclaré mort. On dit qu'il est décédé à l'âge de 32 ans. Le 25 juillet 1973, Bruce aurait été enterré au cimetière Lakeview de Seattle. Les funérailles auraient eu lieu en présence du frère de Bruce Lee, Robert, Dan Innocento, Steve McQueen, James Coburn, Taki Kimura et Peter Chin. La raison de la mort de Bruce Lee a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Une autopsie de Bruce Lee a révélé que parmi eux figuraient des informations faisant état d'une prétendue malédiction sur lui et sa famille. Selon certaines informations, un œdème cérébral provoqué par une réaction aux substances contenues dans l'ordonnance qu'il aurait pris serait la cause de son décès. L'autopsie a révélé que le cerveau de Lee était passé de 1,400 à 1,571, soit une augmentation de 12,5%. Le jour de sa mort, Lee aurait pris Equigesic, qui contient du méprobamate sédatif et de l'aspirine, mais il en aurait pris plusieurs fois auparavant. Au début, des rumeurs circulaient selon lesquelles la mort de Bruce Lee aurait pu être causée par du cannabis dans son estomac. C'est le moment que nous attendions. Vous serez sur le bord de votre siège alors que vous vous préparerez à une incroyable découverte. Point de vue et réaction à la tombe fraîchement dévoilée de Bruce Lee. La tombe fraîchement dévoilée de Bruce Lee a attiré beaucoup de monde. En plus d'être une destination touristique populaire, l'enterrement de l'icône des arts martiaux à Seattle serait un lieu de pèlerinage national et international. De nombreuses personnes affirment que Bruce Lee, qui aurait eu 32 ans au moment de son décès, est toujours en vie aujourd'hui. Depuis son décès, on prétend que des touristes ont visité son cimetière, seuls ou en groupe. En raison du grand nombre de personnes visitant l'enterrement, des buissons ont été plantés autour pour empêcher les gens de piétiner les autres tombes du cimetière, selon George Nemeth Jr., le directeur du cimetière. Selon certaines informations, le cimetière est rarement vide, même par temps couvert. Les tombes de Bruce Lee et de son fils, Brandon Bruce Lee, enterrés à côté de lui, étaient recouvertes de couvertures, a-t-il affirmé. Des figurines, des cristaux, des bougies, des fleurs, des oranges, des billets et de l'argent du monde entier ont été apportés, a-t-il déclaré. Le musée Wing Luk de l'expérience asiatique pacifique américaine a récemment organisé une exposition intitulée « Connaissez-vous Bruce ?» Il y aurait eu des expositions d'objets tels que des chemises, des plaques d'identité, des peintures, des messages passionnés et une médaille pour le premier prix de l'Académie des arts martiaux du New Jersey. De plus, Bruce Lee aurait utilisé une paire de nunchaku dans ses films, les utilisant avec une précision impitoyable. Des images du scénario montrant des personnes visitant la tombe de Bruce Lee venant de pays lointains, notamment New York, Denver, le Mexique, l'Angleterre et le Kazakhstan, auraient également été au-dessus de l'offre. Des messages datant de 1999 auraient été trouvés dans le livre d'or du bureau du cimetière de Lakeview. Et ce n'est pas tout. Selon le Kazakh Nurlan Atakamov, il a fait beaucoup d'efforts pour économiser de l'argent pour son voyage aux États-Unis d'Amérique. Il a déclaré que son voyage avait uniquement pour but de lui permettre de voir les tombes de Bruce Lee et de son fils. Le seul nom qui vient à l'esprit quand on pense aux arts martiaux modernes est Bruce Lee, a déclaré Martin Serrano, un passionné de taekwondo de Tucson qui a visité le cimetière. Bruce Lee a eu une influence majeure sur sa décision de poursuivre des études d'arts martiaux, a-t-il ajouté. On a dit que ses antécédents familiaux avaient aidé les autres à se connecter. Selon certaines informations, Heidi Martinez, une autre visiteuse qui aurait reçu une formation de taekwondo, s'est rendue sur la tombe de Bruce Lee alors qu'elle avait 18 ans. On raconte que lors de sa deuxième visite, elle s'est tenue près de la tombe et a raconté comment Bruce Lee l'avait inspirée lorsqu'elle était enfant. On a dit que la famille de Martinez, immigrante du Guatemala aux États-Unis, y voyait une similitude entre le récit de sa famille et celui de Bruce Lee.
Bruce Lee a été félicité par un autre visiteur de la tombe, Kevin Dang. Il comprenait les efforts de Bruce Lee pour défendre sa famille et comment il avait surmonté ses lésions à la moelle épinière. Il a expliqué comment il avait influencé d'autres acteurs et artistes martiaux. Certains touristes qui ont pris des photos des nombreuses faces de la tombe auraient également lancé la boutique en ligne de Bruce Lee. Selon certaines informations, la boutique internet propose une gamme de prix, faisant des photos funéraires de Bruce Lee une entreprise lucrative. Les noms de certaines des photos accessibles en ligne incluent Bruce Lee's Grave, Bruce Lee Gravesite à Seattle Lakeview et 50 ans après la mort de Bruce Lee. Chacun coûte 47 $ et constitue un point de repère à Seattle. On attribue à Bruce Lee la création de la manœuvre la plus célèbre de l'histoire des arts martiaux avec son One-Inch Punch. Les artistes martiaux utilisent le One-Inch Punch, comme son nom l'indique, pour frapper des cibles de très près. Il est distinctif, car on pense qu'un attaquant peut utiliser suffisamment de force pour vaincre son adversaire s'il l'exécute correctement. Dès les années 1960, peut-être 10 ans avant que Bruce Lee ne devienne une icône des arts martiaux bien connue dans le monde entier, son One-Inch Punch était bien connu. La démonstration de Lee lors du championnat national de beach karaté l'a rendu célèbre. Il recevait à l'époque beaucoup d'attention de la part du monde des arts martiaux. Plus Lee devenait connu, plus les gens étaient intéressés par son One-Inch Punch. Même si Lee a popularisé ce mouvement, il est toujours utilisé par de nombreux artistes martiaux éminents de nombreux styles de kung-fu, faisant de Lee le praticien le plus connu de cette technique. Observez plus loin, l'intrigue devient de plus en plus intrigante. Lee n'a pas inventé le One-Inch Punch du jour au lendemain en 1964. Il est basé sur la formation qu'il a reçue dans sa jeunesse et sur les arts martiaux chinois en général. Lee est devenu compétent dans les arts martiaux dans les années 1950 alors qu'il s'entraînait auprès du grand maître Wing Chun, qui a établi les bases du style de kung-fu de Lee, Jeet Kune Do. La prémisse derrière le One-Inch Punch vient du fait que le Wing Chun est une technique de combat rapproché. La formation de Lee au Wing Chun l'avait auparavant initié aux tactiques destinées au combat rapproché. James DeMille, l'élève de Bruce Lee, a donné un aperçu du processus de développement de Lee avant les débuts publics de One-Inch Punch. Une manœuvre de Wing Chun qui était auparavant bien connue aurait été améliorée par Lee. Dans le but de raccourcir la technique, Lee a expérimenté différentes positions et angles car il pensait qu'une portée plus étroite serait plus efficace. Ils ont finalement découvert un mélange efficace. En projetant quelqu'un 16 pieds en arrière et en le plaçant fermement sur une chaise, Lee a un jour montré sa force. Les raisons du succès de Lee sont sa justesse, sa parfaite exécution, sa rapidité, une qualité essentielle pour laquelle l'acteur est désormais réputé, et l'angle exact sous lequel il y est parvenu. L'une des raisons pour lesquelles si peu d'artistes martiaux ont été capables d'imiter avec précision le One-Inch Punch de Bruce Lee est sa vitesse, qui le rend également puissant. Les principes des arts martiaux ont été transmis à Lee par son père. À Hong Kong, Lee a été impliqué dans des conflits de gangs alors qu'il était adolescent, conduisant à plusieurs bagarres de rue. La croissance de Lee en tant qu'artiste martial a été influencée de manière plus significative par son étude du Wing Chun. Lee, à 16 ans, s'est entraîné au Wing Chun sous la direction d'Ip Man à la fin de 1956 et au début de 1957, après avoir perdu face à des membres de gangs rivaux. Les éléments clés des cours réguliers d'Ip étaient le travail sur forme, les méthodes avec des mannequins en bois, les exercices avec les mains collantes et le combat libre. Aucun horaire fixe n'a été respecté tout au long des cours. Edward, qui a entraîné l'équipe de boxe du St. Francis Xavier's College, a enseigné à Lee comment se battre de 1956 à 1958. Lee a éliminé le champion en titre, Gary Helms, lors de la finale du championnat de boxe scolaire de Hong Kong en 1958. Après avoir déménagé aux États-Unis, Lee a été grandement influencé par le champion de boxe poids lourd Muhammad Ali, dont il a vu et intégré les compétences dans son propre style dans les années 1960. Engagé en particulier dans le grappling, Lee a promu l'entraînement aux arts martiaux mixtes. En plus de Jean Labelle, Lee a été formé par Fred Sato, Jesse Glover, Taki Kimura, Hayward Nishioka, Wally Jay et d'autres pratiquants de judo à Seattle et en Californie. Il a appris autant qu'il a enseigné et nombre de ses premiers élèves maîtrisèrent des disciplines de combat comme le judos. Lee s'est lié d'amitié avec Labelle sur le tournage de The Green Hornet et a promis de lui apprendre des techniques de frappe en échange de sa connaissance des techniques de grappling. Labelle a appris le catch-catch auprès des grappleurs renommés Lutez et Ed Lewis, et Liz Tao of Jeet Kune Do contient des méthodes essentielles de judo et de catch-catch. De plus, il a appris certaines techniques de lutte auprès du maître du Hapkidoji Hanjai. Selon Glover, Lee a surtout noté que le judo était inefficace pour capturer l'adversaire. Lorsque Glover a montré à Lee un Osotogari lors de leur première séance d'entraînement,
Lee a pensé que c'était une bonne technique, mais le besoin de Glover de s'accrocher à Lee l'ennuyait. Alors qu'il résidait à Seattle, Lee a appris à empêcher ses adversaires de l'attaquer ou de le mettre au sol. S'il pouvait vous convaincre de vous lever, a déclaré Glover, Lee ne tomberait pas au sol. Lee a néanmoins exprimé à la belle son désir d'inclure le judo dans son style de combat. Il a introduit l'osotogari, les lancers de judo, les clés de bras et les étranglements au Jeet Kune Do. Dans ses films, Lee a démontré des techniques de lutte. Par exemple, dans Way of the Dragon, son personnage utilise une prise de coup inspirée de la belle pour tuer son adversaire Chuck Norris. En raison de son manque de particularité visuelle, Lee pensait que le grappling n'était pas particulièrement utile dans la chorégraphie d'action. De plus, Lee et Han-Jae échangent des compétences de lutte dans Game of Death, et Lee soumet le personnage de Karim Abdul-Jabbar via la lutte. Le programme de formation de l'Inde et du Grand Gamma n'est pas exhaustif. Bruce Lee, le drapeau dragon, était un concurrent féroce. Il ne manquait jamais une occasion de s'entraîner selon sa femme, Linda Lee, et regardait les téléspectateurs faire un grand écart. Selon l'épouse de Bruce, il travaillait à perfectionner ses compétences presque toute la journée. Pour devenir le plus grand artiste martial du monde, il s'est rendu compte qu'il lui faudrait beaucoup s'entraîner et s'entraîner. Étant donné que la région de l'estomac, ou noyau, est impliquée dans presque toutes les actions et est essentielle dans les arts martiaux, Lee pensait que renforcer son noyau était la chose la plus importante qu'il pouvait faire avec son corps. Lee a renforcé son noyau en créant ce qu'on appelle maintenant le drapeau du dragon en son honneur. Si vous ne parvenez pas à le terminer, il est considéré comme l'un des exercices de base les plus difficiles accessibles. Bien que Lee aurait été capable de maintenir tout son corps sur le bord d'un banc avec juste ses épaules touchant quoi que ce soit, le reste de son corps étant absolument raide et parallèle au sol, il est possible que Stallone ait popularisé la manœuvre dans Rocky IV, parce que Lee ne s'est pas amusé. La capacité de Bruce à aider les artistes martiaux à réaliser l'importance d'avoir des muscles centraux forts a conduit à l'adoption de ces exercices Dragon Flag comme norme par les artistes martiaux du monde entier. Continuez à regarder car la meilleure section de la vidéo est presque là. Force surhumaine. La force de Bruce Lee est l'une de ces réalisations que beaucoup de gens ignorent. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point Bruce Lee est fort, même s'il semble évident qu'un artiste martial doit être fort. Pour la plupart des individus la force est synonyme d'énormes muscles. Vous imaginez probablement quelqu'un mesurant environ 6 pieds avec plus de muscles que ce dont il pourrait avoir besoin quand vous pensez à quelqu'un de fort. Bien qu'il soit un petit gars, Bruce Lee avait une force dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Pour illustrer cela, il est facile de regarder ses sacs d'entraînement. Bruce utilisait des sacs d'entraînement pour s'entraîner à frapper et à donner des coups de pied comme tout le monde, mais il engloutissait rapidement ses paquets. Les sacs de boxe standard étaient souvent déchirés ou martelés jusqu'à ce qu'ils ne soient plus à portée de main. Afin d'éviter que son incroyable pouvoir ne se brise, Bruce devrait trouver des sacs plus denses et plus lourds. Gardez à l'esprit qu'un sac de boxe normal pèse une 50aine de kilos. Mais Bruce était souvent obligé d'utiliser des sacs pesant plus de 135 kg. Cela montre simplement à quel point les choses sont incroyables, car Bruce aurait lancé ses sacs à plusieurs mètres dans les airs. Même si Bruce pouvait déplacer ses sacs, vous n'obtiendriez probablement pas plus d'un pouce ou deux de mouvement lorsque vous en donneriez un vous-même. Bruce Lee avait une compréhension approfondie du corps humain. Non seulement il pouvait faire un nombre incroyable de pompes, mais il pouvait aussi les faire avec une seule main. Un test lui a été administré pour voir combien de pompes il pouvait faire. Bruce s'est courageusement poussé à faire des pompes avec seulement 2 doigts, poussant ainsi ses limites. Il a effectué près de 200 pompes lors de cette tentative. Il a ensuite réalisé au moins 100 pompes du pouce, plaçant ainsi la barre plus haut. Comme si cela ne suffisait pas, il utilisait souvent une seule main pour effectuer des centaines de tractions. Il existe cependant une autre réalisation étonnante. Si vous deviez évaluer Bruce Lee uniquement sur sa forme normale, vous constateriez qu'il pourrait faire plus de 500 pompes d'affilée sans s'arrêter. Même si c'est complètement irréel, c'est la vérité. Personne comme celui-ci n'existait. Et ce n'est pas tout. C'est quelque chose que les fans de Bruce Lee savent depuis longtemps, mais pas ceux qui ne connaissent pas les arts martiaux. Dans les années 1960 et 1970, Bruce Lee est devenu l'un des meilleurs artistes martiaux au monde, mais il a failli échouer dans le monde du cinéma. Étant donné qu'il était tout simplement trop rapide, vous vous demandez peut-être pourquoi. Lors du tournage de l'une des émissions de télévision les plus célèbres de Bruce Lee, The Green Hornet, les cinéastes n'ont pas pu capter ses mouvements en temps réel.
Les caméras dont nous disposons actuellement peuvent enregistrer à 30, 60, 120 ou même 240 images par seconde. Cependant, la majorité des appareils photo des années 1960 et 1970 avaient du mal à capturer des films à une cadence de seulement 24 images par seconde. Pour cette raison, la majorité des séquences de combat de Bruce Lee ont été filmées de manière inexacte. Bruce était capable de lancer 9 coups de poing en une seconde, comme les cinéastes l'ont rapidement appris. Il a également démarré au rythme de 6 secondes. Il était difficile d'enregistrer les mouvements de Bruce avec une caméra qui ne pouvait enregistrer que 24 images par seconde au maximum. Il semblait donc immobile dans de nombreuses séquences de combat. Selon les producteurs du plateau, la vidéo qu'ils ont tournée montrait Bruce toujours alors que ses ennemis l'entouraient. En réalité, cependant, son génie était trop remarquable pour que les films puissent le capturer. Le problème a été résolu lorsque les cinéastes ont dû persuader Bruce de ralentir pour pouvoir le suivre correctement. Malgré tout, ses mouvements semblent un peu flous sur la vidéo. Vous avez déjà vu Karate Kid si vous aimez les films d'arts martiaux. Lorsque vous revoyez le film, vous vous souvenez probablement d'un moment où Daniel Larusso s'essaye à attraper des mouches avec des baguettes. Ce qui semble simple à première vue devient assez difficile. Bruce Lee irait cependant plus loin. Malheureusement, cette réalisation n'a jamais été capturée par une photographie parfaite. Cependant, les rapports indiquent que Bruce Lee jetait des fragments de riz en l'air et les récupérait avec des baguettes. Il l'a fait afin d'affiner ses réflexes de la manière la plus étonnante possible. On disait qu'il était particulièrement doué dans ce domaine, repérant le riz presque à chaque fois qu'il était lancé en l'air. Il a actuellement des réflexes beaucoup plus rapides que n'importe lequel de ses concurrents. Et au cours de toutes ces années, personne n'a été capable d'égaler ou de surpasser ses réalisations. De nos jours, beaucoup de gens se demandent si Bruce Lee était vraiment capable de réaliser cet exploit, tant cela paraît compliqué. Ce n'est cependant qu'un autre exemple des compétences surhumaines de Bruce Lee. Kun Jeet Do Bruce Lee est le fondateur et praticien du JKD ou Jeet Kune Do. En chinois, cela signifie « voie du point intercepteur » et il s'agit d'un art martial hybride. Les expériences de Lee en matière de conflits non armés et d'autodéfense, ainsi que ses diverses opinions bouddhistes, zen et taoïstes, ont contribué à en faire une nouvelle école de philosophie des arts martiaux. La méthode de combat de cet art martial diversifié s'inspire grandement du Wing Chun, du Tai Chi, du Taekwondo, de la boxe, de l'escrime et du Jujutsu. Puisque Bruce Lee n'a jamais codifié le Jeet Kune Do avant son décès, les pratiquants ultérieurs du JKD ont été contraints de se fier à leur propre interprétation du concept que Lee avait développé. Le concept principal du Jeet Kune Do est d'intercepter l'adversaire et de répondre par des contre-attaques ciblant les frappes entrantes. Afin d'aider les praticiens à faire des choix rapides et à améliorer leur bien-être mental et physique, JKD intègre également des concepts. En termes simples, l'histoire est devenue beaucoup plus divertissante. Lee a inclus 4 vérités universelles de combat dans le Jeet Kune Do, qui selon lui allaient de soi et entraîneraient la victoire au combat si elles étaient respectées. Il pensait que sa croissance en tant qu'artiste martial complet dépendait en grande partie des 4 champs de tir. De plus, les arts martiaux mixtes sont principalement basés sur cette idée. Le concept d'interception découle de la conviction des pratiquants du JKD que la meilleure défense est toujours une offensive forte. Lee pensait que pour attaquer une cible, il fallait s'en rapprocher. L'opportunité d'arrêter cette attaque ou ce mouvement était donc créée. L'idée d'interception ne se limite pas à mettre fin aux agressions physiques. De nombreux télégraphes et signaux non-verbaux, qui sont de minuscules mouvements qu'un adversaire ne peut pas voir, peuvent être lus ou interceptés et utilisés à son avantage, selon Lee. Les 5 formes d'attaque, qui constituent la composante offensive du JKD, sont des types d'attaques qui aident les pratiquants du Jeet Kune Do à planifier leur technique de combat. Les concepts de parade et de coups de poing simultanés, de frappe d'arrêt et de coups de pied d'arrêt empruntés à l'escrime européenne et à la philosophie de frappe et de défense simultanée du Wing Chun constituent la partie défensive du JKD. Lee a modifié ces concepts pour les utiliser dans des conflits non armés et les a ajoutés au paradigme JKD. L'autre principe d'interception est également soutenu par ces concepts. Selon Lee, les systèmes d'arts martiaux devraient en être aussi flexibles que possible. Il a souvent expliqué pourquoi la flexibilité est un attribut souhaitable dans les arts martiaux en utilisant l'exemple de l'eau. La flexibilité de l'eau est infinie. Bien qu'il soit visible à travers, il a parfois la capacité de rendre les choses invisibles. Il a la capacité de se briser, de contourner les obstacles, de se reconstituer de l'autre côté ou de franchir les barrières. Afin de désintégrer les roches les plus dures, il peut doucement les heurter ou couler au-delà de la plus petite pierre. Selon Lee, un système martial devrait avoir ces attributs. En raison de ce manque de flexibilité, les étudiants du JKD désapprouvent les techniques de combat traditionnelles, les programmes d'entraînement et les enseignements confucéens trouvés dans les écoles traditionnelles de Kung Fu.
Parce que JKD est en constante évolution, c'est un concept dynamique et très polyvalent. La célèbre citation de Bruce Lee dit « Prenez ce qui est utile, jetez ce qui ne sert à rien ». JKD encourage les étudiants à s'initier à toutes les formes de combat. En plus de renforcer son arsenal, cela améliorerait la compréhension des diverses tactiques de combat et apprendrait à les contrer. Lee, le magicien. Vous avez sûrement vu l'astuce séculaire consistant à retirer une pièce de monnaie derrière l'oreille de quelqu'un si vous avez déjà observé un magicien de près. Au cours de leur carrière, la majorité des magiciens apprennent cette technique de base. Ironiquement, Bruce Lee a déjà exécuté le même tour pour ses fans. Bruce Lee mettrait un centime dans votre paume au lieu de le cacher derrière votre oreille. Il voudrait que vous étendiez vos mains aussi loin que possible. Bruce pouvait sentir le moindre mouvement de sa part, alors, avant de pouvoir vous prendre le sou, il vous a fait fermer la main. Étant donné la rapidité avec laquelle il se déplaçait, personne ne pouvait empêcher ce type de retirer la monnaie des mains de quelqu'un. Au fil du temps, cependant, Bruce a encore amélioré l'exploit, le rendant encore plus étonnant. En plus de prendre le sou avant que l'individu ne puisse fermer la main, Bruce l'échangeait contre un autre. Chaque fois que vous pensiez avoir le problème sous contrôle, il vous ouvrait la main et révélait un nouveau centime. Et si ce type avait décidé d'utiliser ses pouvoirs pour le mal plutôt que pour le bien, c'était un escroc expérimenté. Heureusement, Bruce a pris une décision bien plus morale dans la vie, l'impact et l'héritage de Lee. Lee est considéré comme l'artiste martial le plus important de tous les temps par plusieurs analystes et artistes martiaux qui le classent parmi les 100 personnes les plus influentes du XXe siècle. Lee est une icône de la culture pop du XXe siècle qui a rapproché l'Orient et l'Occident. Plusieurs biographies ont été écrites sur Lee. Une biographie vendue à plus de 4 millions d'exemplaires en 1988. La philosophie des arts martiaux hybrides de Bruce Lee, connue sous le nom de Jeet Kune Do, qui incorpore des éléments de plusieurs styles de combat, a servi d'inspiration pour le sport de combat connu sous le nom d'arts martiaux mixtes, ou MMA. En Occident, le style Jeet Kune Do de Bruce Lee a popularisé les arts martiaux mixtes. Selon Lee, le meilleur combattant peut s'adapter à son époque, être déstructuré, adopter un style distinctif et défier les attentes. Lee est en grande partie responsable de la popularité des arts martiaux auprès de nombreuses personnes. Plusieurs athlètes de sport de combat en font partie. Et il remercie tous Lee de les avoir inspirés. Le légendaire boxeur Sugar Ray Leonard a déclaré qu'il regardait Lee pour apprendre à améliorer son jab. Le légendaire boxeur Manny Pacquiao a comparé le style de combat de Lee au sien. De plus, le champion de l'UFC, Conor McGregor, a fait des similitudes entre lui et Lee, affirmant qu'il pensait que Lee aurait remporté l'UFC s'il était encore en vie aujourd'hui. Joe Louis et Benny Urquidez ont commencé des compétitions de kickboxing full contact aux États-Unis dans les années 1970, sous l'influence de Lee. Lee a enseigné ce qu'il appelle l'occupation, que le fondateur américain du taekwondo, Jun-Gu Rhee, a adopté dans son propre système. Rhee est ensuite devenu l'instructeur de Muhammad Ali et lui a appris le métier. Ali était un champion de boxe poids lourd. En 1975, Ali a soumis Richard Dunn en utilisant cette méthode. Être Bruce Lee était l'objectif de tout le monde. Le champion de boxe poids lourd Mike Tyson a fait cette allégation dans les années 1970. Lee a été cité comme source d'inspiration par l'actuel champion des poids lourds de l'UFC, John Jones. Jones est bien connu pour utiliser souvent le coup de pied oblique au genou, un mouvement rendu célèbre par Lee. Anderson Silva, l'ancien champion des poids moyens de l'UFC, a également reconnu l'impact de Lee. Lee a été désigné comme leur grand-père ou parrain des arts martiaux mixtes par un certain nombre d'autres participants de l'UFC. Et beaucoup l'ont mentionné comme une influence. Il est reconnu que Lee a eu un impact sur la représentation des Asiatiques dans les films américains. L'idée selon laquelle les hommes asiatiques sont plus faibles que les hommes a été réfutée par lui. Selon Haya Kyung-chung, professeur à l'université du Michigan, la représentation des hommes asiatiques par Lee a défié les stéréotypes antérieurs qui les caractérisaient comme étant émasculés, immatures, coulis ou esclaves domestiques, en étant durs, puissants et séduisants. La notoriété de Lee a également donné naissance à un nouveau stéréotype sur les Asiatiques, les artistes martiaux. Les téléspectateurs hispaniques, asiatiques et noirs constituaient la majorité de sa première audience nord-américaine. Cependant, la mort de Brandon Lee s'est produite lors d'un scénario d'effets spéciaux sur un plateau de tournage. Ils ont tiré sur lui avec une fausse arme à feu, chargée à blanc, mais quelque chose, comme un fragment d'obus, était toujours dans la chambre de l'arme et a été déchargé sur lui. Bruce Lee est l'une des rares légendes à mourir, et on se souvient encore activement de lui, et on l'honore encore plus de 50 ans plus tard. Même s'il a eu un impact significatif au cours de sa vie, sa mort est peut-être l'une des questions les plus controversées du Temple de la Renommée. Que pensez-vous de l'histoire de la tombe ouverte de Bruce Lee? Comment cela vous a-t-il motivé?
Utilisez la zone de commentaires pour nous faire savoir ce que vous pensez. Pour en savoir plus, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez également sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran. Cela vous fera plaisir.